Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente Armelle Boutier, je suis assistante sociale au lycée Einstein sur le site Bloom. Je suis présente au lycée les lundis toute la journée et mercredi matin. Donc, moi, je suis Catherine Delory, assistante sociale ici sur le site du Vigan-Braclay et aussi concernée par les élèves qui sont en BTS ici. Alors, ce qu'on va vous dire, nous, on n'est pas spécialiste Crous, on est assistante sociale en faveur des élèves. Cependant, dans notre mission, on rencontre les élèves du Crous, donc on a des éléments très généraux qu'on va vous donner. Prenez-en note, parce que ça vous concerne tous si vous continuez après le bac. Vous aurez les sites où aller dans ce qu'on va vous donner comme élément. Après, vous pouvez venir nous voir aussi, on a des permanences, on reçoit les élèves, il ne faudra pas hésiter. Voilà. Donc, je vous explique juste ce que c'est le Crous. Déjà, au niveau national, c'est quelque chose qui existe, qui regroupe toutes les Crous de France. Il y en a 28, mais ça, peu importe, ce n'est pas ce qui vous intéresse. Mais en tout cas, ces Crous, ils impulsent quand même une même stratégie pour toute la France. Et surtout, c'est pour donner aux étudiants donc les mêmes chances d'accès et de réussite dans l'enseignement supérieur. C'est vraiment pour donner cette chance. Ça permet de favoriser l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est le logement, c'est les bourses, etc. Et en collaboration avec les autres partenaires, les autres acteurs de la vie étudiante. Et il y a des services pour répondre à vos attentes. C'est-à-dire que les Crous facilitent votre vie quotidienne sur des aspects, donc l'aide financière, la restauration, on verra le logement, après l'emploi, la vie culturelle et même l'accompagnement social. On a des collègues, alors comme disait Madame Delory, on n'est pas AS Crous, on fait le lien avec elle. Nous, c'est un service élève, mais il y a un service social Crous, on vous donnera le lien. Voilà. Donc, voilà pour vous situer quoi ça. En fait, c'est le centre régional des œuvres universitaires, ça veut dire ça. Voilà. Voilà pour le Crous. Après, je pense que ça n'a pas d'intérêt, c'est la suite qui a le plus d'intérêt. Voilà. Alors, pour suivre, ce qui va être le plus important pour vous, c'est ce qu'on appelle le dossier social étudiant. C'est ce qui va vous permettre de faire une demande de bourse, des bourses sur critères sociaux, ainsi qu'une demande de logement. Alors, c'est ce fascicule, il va sortir apparemment en janvier. Donc, en général, il y a quelques fascicules papier qui seront mis à la vie scolaire, mais ils seront accessibles sur le site avec l'ensemble des démarches à effectuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout se fait maintenant de façon dématérialisée, donc sur ce dossier social étudiant, on dit rapidement le DSE. Donc, c'est une procédure unique. Donc, en général, le service sera ouvert pour les demandes de bourse à partir du 15 janvier. Donc, ça va en général du 15 janvier au 15 mai. En sachant que même si vous faites un dossier de bourse après, c'est toujours possible. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas traités en urgence comme c'est pendant la campagne officielle. Alors, moi, je reçois régulièrement, au début de la rentrée, septembre, octobre, encore des jeunes qui n'ont pas fait leur dossier de bourse. Ils peuvent bien évidemment le faire après, mais vous perdez certains droits, c'est-à-dire que ce n'est pas rétroactif. Et c'est quelquefois important de savoir très tôt si vous avez le droit à bourse, si vous devez, par exemple, engager un loyer, une caution, des ouvertures de compteurs, etc. Donc, le dossier est à faire chaque année. Autant au lycée, si vous faites en seconde, vous l'avez pour votre scolarité. Pour le Crous, c'est tous les ans, il faut refaire une demande. Il n'y a pas besoin, pour faire votre demande, d'avoir le résultat de Parcoursup. Vous faites votre demande, vous verrez, tout est dématérialisé, tout est expliqué sur le site. On vous demandera vos vœux. En général, on demande 4 vœux, donc ce sera vos 4 premiers vœux de Parcoursup. De toute façon, une fois que vous avez la bourse d'attribuer, elle ne sera versée qu'après un certificat de scolarité où vous êtes inscrit dans le post-bac. Ce qui est conseillé par le Crous, c'est de faire d'abord votre dossier Parcoursup et après votre DSE, parce qu'il y a au niveau informatique un transfert de données.
Soyez très vigilants quand vous faites votre dossier DSE pour les bourses ou le logement, de bien aller jusqu'au bout, donc d'enregistrer bien sûr, mais d'aller jusqu'au bout. Parce que sinon, si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous n'enregistrez pas votre dossier et les pièces peuvent être perdues. En fonction de chaque situation, vous verrez, on vous demandera différents documents, en lien bien évidemment avec la situation des parents, puisque un des critères, c'est aussi les revenus du couple parental. Tout est bien expliqué, hein, même pour les situations particulières, tout est bien précisé. Donc, quand le faire, ça je vous l'ai dit, hein, en même temps, donc 15 janvier ou 20 janvier en fonction de l'ouverture de Parcoursup, c'est quand c'est le 20, Parcoursup 21. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire dans les grandes lignes. Donc c'est le service, c'est messervicesétudiants.gouv.fr. Mais si vous notez un dossier social étudiant, tout ça arrive. Et surtout, j'insiste beaucoup sur bien lire les instructions écran par écran. Sachez aussi que si vous avez une déconnexion imprévue, vous pouvez toujours reprendre la saisine de votre dossier. Les infos sont gardées quelques jours. En général, c'est 7 jours. Sinon, après, il faut refaire tout le dossier. Les justificatifs, certains justificatifs pourront vous être demandés en fonction de la situation particulière. Donc, certains sont à numériser. Pour d'autres, il est possible qu'on vous demande de les envoyer en format papier. Donc, vous aurez l'adresse. Le centre de traitement, c'est celui de Lille, dans le Nord. Et surtout, si c'est votre situation, n'envoyez pas en recommandé avec l'accusé de réception. Ils ne vont pas les chercher. Il faudra toujours joindre à tout document que vous devez envoyer la dernière page de votre DSE, qui est un récapitulatif un petit peu de votre situation. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Je pense qu'après, il faudra le faire au fur et à mesure. D'accord? Alors, pour les bourses, donc les bourses, c'est ce qu'on appelle les bourses sur critères sociaux. Elles se calculent en fonction des revenus de la famille, en fonction de là où vous êtes inscrit, de la distance de votre domicile et de votre lieu d'études. Il y a environ 8 échelons. Donc, vous allez voir, je vais vous donner un peu les chiffres pour cette année. On est dans des revenus supérieurs aux bourses des lycées. Les 8 échelons, ça va de 1 032 € à 5 679. Ça, c'était pour cette année. Il y aura probablement, en général, il y a quelques hausses. Ça, c'est le taux annuel. Donc, pour quelqu'un à taux plein, ça vous fait à peu près 560-570 € par mois. D'où l'intérêt de le savoir le plus tôt possible. Si après, vous devez faire un budget pour votre loyer, etc. Normalement, les barèmes officiels, pour cette année, on les a eu en juillet-août. Donc, je pense que pour la rentrée 2022, ce sera un petit peu la même chose. Voilà, donc ça, c'est les barèmes. Vous les trouverez, les barèmes, sur le site. Donc, après ça, je vous en ai parlé. Donc, j'afficherai aussi, on l'affichera peut-être sur l'affichage à nos portes, les différents moyens de contacter le CROUS. Donc, vous avez donc le CROUS pour les bourses, pour le centre d'appel, s'il y a des soucis particuliers, pour le centre d'appel logement, le contact mail et les accueils physiques des collègues assistantes sociales. Donc, ici, sur Montpellier, c'est Madame Granara, donc que vous pourrez voir si vous êtes sur Nîmes, Nîmes. Et Montpellier, c'est en fonction des filières. Et vous avez le mail du service social, donc là, ils vous diront un petit peu qui vous pouvez contacter. Elle fonctionne beaucoup par mail. Oui, plus facile. Après les permanences physiques, il y en a un pour des prises de rendez-vous. Il y a toujours, ça passe toujours par le secrétariat. Ensuite, au niveau des bourses, il y a aussi des aides au mérite. Alors ça, c'est attribué direct, ça se fait systématiquement en fonction des résultats que vous avez eus. Donc, il faut avoir un résultat très bien au bac. Ça se fait automatiquement et ça se cumule avec les bourses sur critères sociaux. Bien sûr, c'est pour les élèves boursiers. Donc, il y a aussi aux étudiants boursiers des aides à la mobilité Parcoursup.
Donc, ça, c'est pour les étudiants qui changent d'académie. Donc, ça, il faut se renseigner auprès du site messervicesétudiants.fr ou auprès du CROUS. Le montant est de 500 € quand même. Hein. C'est des sommes qui peuvent être intéressantes. Ensuite, quand vous serez étudiant, il existe aussi des aides spécifiques, donc ou des aides ponctuelles ou des aides annuelles. Donc ça, c'est des demandes qui se font cas par cas, qui sont instruites par les collègues assistantes sociales du CROUS ou si vous êtes en lycée, par nous, en tout cas pour ce qui est des aides ponctuelles. Ça se fait sur dossier avec justificatif. C'est instruit par une commission et en général, il y a une commission une fois par semaine à Montpellier. Il y a aussi ces aides-là, elles concernent aussi les étudiants non boursiers. Mais pour les étudiants non boursiers, il faut avoir eu un rejet de bourse. Donc, quelquefois, c'est intéressant quand même de faire sa demande de bourse quand on sait qu'on est un peu limite. Et avec le rejet de bourse, on peut refaire, si les ressources sont vraiment à la limite des plafonds, une demande d'aide annuelle. Donc après, je vous passe les détails. Ce qui est important, c'est que vous sachiez les grandes lignes. Si vous avez un doute, revenez nous voir. Bien sûr, si vous êtes dans un lycée, sinon vous pouvez prendre contact avec le CROUS. Donc, ça, c'est les détails, je n'y reviens pas. Et puis, il y a aussi des bourses Erasmus. Donc, si certains dans l'avenir participent au programme Erasmus, au sein de la filière où vous êtes, vous aurez toutes les informations sur les bourses. Donc, ça permet de couvrir une partie des transports et des séjours pour une période d'études dans un autre établissement européen qui adhère au programme. Je crois que j'ai été assez synthétique ensemble. Est-ce que vous avez des petites questions? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous passe le micro. Pas de questions? Volontairement de rester dans la généralité. Après, il y a chaque cas particulier, mais on pourra éventuellement les répondre après que vous aurez fait votre demande sur le DSE s'il y a des problèmes particuliers. Bon, vous avez, en résumant, vous avez compris que en déposant votre dossier, vraiment, vous pouvez avoir beaucoup d'aides financières. Le dépôt du dossier est très important et vous avez une dizaine d'options pour pouvoir obtenir des aides financières. Ce n'est pas négligeable, d'accord? Alors, les aides financières, si certains ne comprennent pas, on vient de vous dire que vous pouvez obtenir une aide de l'Europe, de l'Académie, enfin bon, je veux dire, des aides nationales, et ça, géré par le CROUS. Il y a une question? Oui. La bourse, elle s'élève à combien l'Erasmus? Alors, la bourse Erasmus, elle se fait au sein des établissements, donc ça, je n'ai pas l'information. Mais sachez que si toutefois vous souhaitez partir sur un dossier Erasmus, effectivement, la fac va gérer le dossier et ça ne vous coûtera pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas. Il faut être dans, dans une université publique ou privée aussi, on peut toucher une bourse? Alors, pour les bourses à critères sociaux, alors c'est tout ministère, mais effectivement, il y a une liste établie des filières qui permettent d'obtenir les bourses. Alors, il y a aussi du privé, mais pas tout le privé. Mais il y a toute une liste, donc il faudra regarder là où c'est éligible. Ce matin, on avait une conférence sur les maisons familiales et rurales, qui sont une association pour faire le cours, mais privée. S'inscrire sur un BTS A, donc agricole, vous avez la possibilité, donc d'obtenir des bourses également et des aides financières. Voilà. Donc ça répond à ta question, c'est que effectivement la majorité est publique, mais pour certaines écoles privées, effectivement il y a des aides financières. À quelles conditions on peut arrêter la bourse, par exemple? On peut arrêter la bourse à un élève ou pas? Ah, c'est une très bonne question. Tout à fait. Alors, comme je vous disais, vous faites de votre dossier de bourse, votre notification de bourse, à la rentrée, vous allez la donner dans l'établissement ou la fac là où vous êtes.
C'est ce qui va déterminer la mise en paiement. Parce que pour avoir la bourse, il faut être réellement inscrit. Et ensuite, effectivement, la bourse, elle est conditionnée à une assiduité. C'est-à-dire que si vous ne participez pas au cours, le chef d'établissement, le responsable, peut faire une suspension des bourses. Et ça se fait. Pour vous dire, moi qui suis ici sur les BTS au niveau du Liechtenstein, les élèves absentéistes, non justifiés, sans raison valable, il y a une suspension de bourse. Alors, effectivement, c'est un corollaire obligatoire. La bourse, elle est là aussi pour vous permettre de faire vos études. Donc, ce n'est pas négligeable, hein, c'est votre poumon financier. Donc, n'oubliez pas de faire cette demande. Elle est recevable, elle est recevable, elle n'est pas recevable, elle n'est pas recevable. Mais en règle générale, je crois que c'est à 90% que les dossiers sont recevables, je crois. Ben, ça dépend des voilà, mais je pense que c'est à peu près ça. Armel, peut-être, sur la partie… La partie logement. Logement, la partie logement. Alors ça, c'est très important. Oui. Merci d'être bien attentif. Après le dossier social étudiant, vous aurez donc toujours www.messervices, mais c'est indiqué dans le petit fascicule. Je souhaite être logé en résidence Crous. Donc, vous pouvez aller dessus pour faire votre demande de logement. Il y a plusieurs, on vous demandera plusieurs renseignements. Mais bon, ce sera déjà dans le dossier social étudiant, d'où vraiment l'intérêt de faire la première chose, dossier social étudiant. Donc, bourse, ok, et ensuite, logement. Donc, au mois de mars, en général, c'est au printemps. Au mois de mars, alors cette année, je n'ai pas regardé, mais vous recevrez un mail qui vous invitera à vous connecter. Et là, il y aura une rubrique « Trouver un logement ». Après, ça va conditionner, là où vous allez aller, vous avez demandé en Parcoursup, ça va conditionner, c'est sûr. Alors, il faut essayer d'être le plus large possible. Ça, c'est vraiment le parc public, Crous. Parce qu'après, on verra, il y a un parc privé aussi. Après, vous pouvez trouver aussi par vous-même. Mais c'est vrai que le Crous offre cette diversité. Et puis, c'est vrai que le parc Crous, ça a beaucoup évolué. À un moment, c'était des vieux logements. Ils ont vraiment réhabilité, refait, remis en valeur pour que les étudiants aient des conditions dignes de logement qui soient bien pour étudier. Et donc, vous pouvez choisir jusqu'à 2 logements par secteur, dans 3 secteurs différents. Mais ça, ce sera indiqué dessus, jusqu'en juin, puisqu'en juin, vous pouvez changer, jusque, je ne sais plus, dans Parcoursup, mais changer vos vœux. Hein. Et puis après, les attributions, fin juin, ça déroule là où vous avez. Donc, tout s'ensuit avec Parcoursup, logement, etc. Voilà. Hein. Après, vous êtes informés. De toute façon, voilà, le site est bien fait. Hein, il n'y a pas de raison. Et donc, il y a un parc privé aussi, c'est ce que je disais. Donc, les logements Crous, le parc privé, vous pouvez aussi trouver par vous-même. C'est plus cher. On demande une caution. Enfin, il y a aussi des exigences par agence qui sont supérieures et qui sont surtout plus onéreuses. Ce n'est pas toujours facile. Après, vous pouvez demander une allocation logement. Alors, selon le rattachement aux parents, si vous êtes rattaché aux parents, il y aura un minimum. Si vous n'êtes pas rattaché aux parents, ça va être étudié avec vos revenus à vous. Ça aussi, ça se calcule, mais en général, ça se met sur la même ligne. Hein. Voilà, on ne va pas donner plus, on va pas. Voilà. Mais l'allocation logement, ça se fait auprès de la caisse d'allocation familiale dès que le logement est attribué. CAF. Les allocations familiales, c'est très bien fait. Vous allez sur le site et vous demandez aussi. Ça, c'est vraiment c'est important. C'est une aide supplémentaire. Voilà, quand on est boursier, l'allocation logement, il y a quand même des possibilités qui vous permettent d'étudier mieux, dans de meilleures conditions. C'est toujours pareil. Donc ça, alors je ne rentre pas dans les détails parce que… mais la CAF, voilà, on vous donne les grandes lignes et après, ça déroulera. Alors, après, il y a des aides à l'installation, mais j'avoue, je n'ai pas travaillé cet aspect-là, mais il y a des aides à l'installation aussi pour s'installer dans votre logement.
Alors, par la CAF, par le département, mais je n'ai pas affiné mais il y a des aides possibles. Alors, par le CROUS aussi, mais c'est plus, voilà, c'est département. Il y a des régions aussi. La région Occitanie, ils sont très. Ils favorisent beaucoup on va dire, leur politique étudiante. Donc, ça, c'est une chance. C'est pas partout pareil. Hein, ça, je me suis renseignée. Donc, il y a des choses qui existent. Donc, il faut se saisir aussi. Hein, mais ça, vous verrez au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'est important. Et surtout, dossier social étudiant, bourse, logement. Tout ça, après, ça décline. Voilà. Alors, je vous donne les grandes lignes. Je vais juste compléter par rapport aux aides complémentaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des aides pour la caution, pour votre installation, pour l'ouverture de compteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dispositif VISAL. Donc c'est pour les locataires. Il y a aussi, même pour les étudiants non boursiers. Parce que là, de toute façon, alors c'est pas toujours des aides franches, c'est aussi des aides remboursées, c'est des prêts. Mais ça peut quelquefois, dans l'installation, être une aide bien précieuse. Donc, vous tapez, voilà, dispositif Mobilis Jeune, et vous aurez le déroulé en fonction de chacune de vos situations personnelles. Donc, il y a aussi les résidences privées, hein, renseignez-vous, il y a les résidences ADEL, il y a marqué résidence privée pour étudiants, par exemple Montpellier, et vous allez avoir, donc c'est des résidences spécifiquement pour les étudiants. Vous avez bien sûr votre chambre, vous avez aussi les espaces communs, l'espace pour l'avaissonnage, etc. Et ces logements-là, en général, sont des logements conventionnés avec l'APL, qui est aussi une aide de la caisse d'allocation familiale, mais qui est conditionnée au confort du logement. Donc, quelquefois, c'est plus intéressant que l'allocation logement social. Donc maintenant, ça va aller très vite. Je vous demande juste quelques instants de patience. Juste vous dire aussi ce qui peut exister. Ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas. Vous savez qu'il existe des prêts étudiants. Il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être faire des longues études. Les prêts étudiants, ils sont garantis par l'État. C'est des prêts à 0%. Il y a des établissements bancaires partenaires, puisque c'est l'État qui rembourse les intérêts. Hein. Vous n'avez qu'à rembourser le capital. Donc, c'est pareil, certains établissements bancaires sont partenaires des prêts à taux zéro. Ça peut être intéressant de regarder. Hein. Il faut juste avoir une capacité de remboursement qui n'est pas trop élevée et il faut être âgé de moins de 28 ans. Le montant maximum est quand même de 20 000 euros. Donc, ça peut être aussi ça peut être un plus. Je vous rappelle aussi, parce que moi j'ai souvent des demandes d'aide financière pour des BTS par rapport à passer le permis. Donc les aides financières, que ce soit au CROUS ou que ce soit ici au lycée, ça passe pas pour passer le permis, parce que je vous parlais des aides ponctuelles. Par contre, il existe toujours le permis à 1 euro. Donc, pareil, vous allez sur Internet, vous avez les partenaires de cette action. C'est pour les permis B et A. Là aussi, les intérêts sont pris en charge, le complément il est pris en charge par l'État et c'est pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Donc, ça vous concerne aussi directement. Pour les étudiants qui iront sur Montpellier, donc le CROUS de Montpellier a aussi depuis 2 ans mis en place au sein des cafétérias CROUS, donc sur 4 quartiers de Montpellier, les repas à 1 euro. Donc là, vous vous renseignez auprès des restaurants universitaires. Et ça, c'est quand même intéressant aussi pour le budget. Anime aussi. Et Anime aussi. Et puis, juste un dernier site aussi que je trouve intéressant, parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'étudiants aussi mènent entre guillemets une double vie, celle d'étudiants, mais aussi de salariés. Donc, il y a un site qui s'appelle jobétudiant.net qui recense aussi tous les offres d'emploi pour les étudiants. Donc, quelquefois, ça peut être aussi important. Beaucoup d'étudiants qui, en complément de la bourse, ont une activité salariée. Tout à l'heure, vous avez parlé de prêt étudiant et vous avez dit que c'était à 20 000 euros.
C'est le maximum que l'on C'est peut. par année ou c'est. Non, pour le prêt. Pour le prêt, tout, sur la Les scolarité. écoles à 10 000 €, c'est pas avec les élèves. C'est déjà ça. J'ai bien. On peut toujours trouver effectivement en fonction des études que l'on fait que c'est pas suffisant. Hein, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, ce sont des prêts qui sont quand même garantis. Les intérêts sont pris en charge par l'État. Et après, le remboursement intervient à la fin des études. Hein, vous ne remboursez pas pendant vos études. Mais je sais, ça peut paraître peu par rapport à certaines frais de scolarité de certaines écoles. Mais voilà, c'est le montant maximum. Après, c'est sûr que la fac est plus, ça même est plus, je veux dire, accessible. C'est vrai qu'il y a des écoles d'ingé, c'est 5 000 € l'année, voire plus. Les écoles de commerce, c'est très très cher. C'est même une honte. Enfin bon, voilà, ça c'est mon ressenti, je vous le dis. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. C'est énorme. Donc après, il faut bien chercher pour ça. En Parcoursup, vous regarderez ça. C'est pour ça que nous, quand on conseille les jeunes sur les écoles, on leur demande de bien voir, de bien vérifier si cette école est un bon investissement quand elle nécessite un prêt. On ne fait pas un prêt pour faire un loisir, en fait. Non. On fait un prêt pour investir. Parce que vous l'aurez mentionné de la qualité de son école. C'est le travail derrière après. Donc, voilà un petit peu ce que nous, on souhaitait vous dire dans l'essentiel. Vous avez bien compris, les palais spécialisés de cours, ça fait à chaque situation, c'est vous donner un petit peu des petits repères dont il faut vous approprier assez rapidement. N'hésitez pas à aller faire votre demande. Si vous avez un doute, vous avez un rejet, Mais il vaut mieux faire une demande d'avoir un rejet que de la faire trop tard ou d'avoir oublié de la faire. Et surtout, j'insiste là-dessus, vous n'attendez pas d'avoir la réponse de Parcoursup pour faire votre demande. Vous faites votre demande. S'il vous plaît, La merci. confirmation de l'école où vous serez, de la fac, ça sera après. Ce sont des droits. Donc c'est vrai que les droits, il ne faut pas passer à côté. Si on peut y avoir accès, on est quand même on a cette chance quand même malgré tout, même s'il y a des choses à améliorer, avec tous ces droits. Donc, vous permettre de faire des études. Je ne dis pas que c'est toujours simple, mais au moins, il ne faut pas passer à côté. C'est important. Moi, je crois que vous avez entendu un excellent cheminement. Tout ne se fait pas d'un coup. C'est au fur et à mesure que vous allez construire votre dossier étudiant. Voilà, juste vous donner un dernier numéro. Il avait été mis en place avec la situation sanitaire et continue. Notez-le. Vous n'avez pas forcément besoin aujourd'hui, mais quand vous serez étudiant, le 0806 000 278. On va le répéter. 0806 000 30 278. 278. Voilà, D'accord. c'est un numéro d'appel Vous avez d'urgence noté pour les aides. Voilà. Quand vous serez étudiant, bien sûr. Et n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y avait des questions qui vous venaient en plus. Le numéro que vous venez de passer, c'est le numéro de quoi? De qui? Un numéro, c'est une plateforme du Crous pour les aides financières d'urgence étudiants. Donc, vous le gardez pour vous, ce sera pour l'année prochaine. Ça ne vous concerne pas ici en tant que lycéen. Mais voilà, si pendant les vacances d'été ou autres, vous avez des soucis particuliers, vous pouvez les contacter. Par rapport aux bourses, est-ce que vous savez à quel moment dans l'année elles sont versées, si elles sont versées d'un seul coup ou si c'est comme au lycée en trimestre ou trimestre? Donc, dès que vous êtes inscrit, qu'elle est validée, c'est mensuellement. La bourse est versée mensuellement. Et tout à l'heure, la question de la jeune fille concernant la suspension, si on est absent, la suspension va se faire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle sera rétablie après. Dès qu'il y a retour de l'assiduité, il y a rétablissement des bourses. Ce n'est pas supprimé, définitivement. Suspendu. Par contre, il n'y a pas de rétroactivité. La bourse qui a été perdue pour absentéisme, elle n'est pas rajoutée après. Bon, donc, merci de votre attention. Encore une question. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à une personne qui déciderait de faire de longues études, par exemple, est-ce que la bourse, c'est valable pour tout le long de son processus ou...
La bourse, on la refait tous les ans. Donc, si la situation financière nécessite la bourse, elle continuera tous les ans. Peu importe le nombre d'années d'études qu'il aura déjà fait. Après, alors, oui et non, parce que les redoublements, enfin, il y a une question de pondération aussi sur les redoublements. On ne peut pas faire, par exemple, 3 fois une première année et avoir la bourse. Ouais. Il y a aussi une condition de réussite quand même aux Mais examens. sans parler de redoublement, par exemple, une personne qui, imaginons, fait plusieurs DUT, plusieurs BTS, et du coup, ça accumule un nombre d'années assez conséquent. Alors, Elle aura toujours droit ou... d'expérience, je vais juste parler de ce que je connais, on peut faire des demandes de bourse quand au niveau des études, on continue des études qui sont supérieures au niveau qu'on a fait avant. Voilà. S'il y a une cohérence, c'est qu'il y a un niveau supérieur. Si vous revenez un petit peu, par exemple, je vais vous dire, j'ai eu un élève qui avait fait un BTS, qui revenait faire une spécialité en lycée, il n'avait plus le droit aux bourses. C'est toujours par rapport au niveau supérieur du niveau d'études où on est. Vous pouvez quand même vous réorienter mais sur la même année. Par exemple, vous êtes trompé 2 fois en première année, c'est vécu comme un redoublement, donc vous gardez votre bourse. Et par cycle universitaire, vous avez le droit à un certain nombre d'années, c'est un peu plus que Par exemple, du point de vue d'une personne qui, imaginons, ferait un DUT, on va dire, et qui finalement se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur, il finit son année et qui se redirige, s'oriente vers un BTS, il aura toujours droit aux bourses ou... Oui. Ah, c'est ça? Oui. Il y avait une question par ici. Je voulais savoir si le plus avait une aide pour des logements qui ne leur appartiennent pas. Imaginons, je prends un logement qui n'est pas associé au CROUS, mais est-ce qu'ils ont une aide pour ça ou... Alors, tout ce qui est logement non CROUS, donc dans le parc privé ou les résidences privées, les aides, c'est ce qu'on appelle l'allocation logement ou l'APL. Donc ça, c'est auprès de la CAF. Vous avez des simulateurs d'ailleurs. Quelquefois, vous avez peut-être en vue un logement chez un particulier ou une résidence privée. Vous savez que vous allez avoir, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 450 € de loyer. Vous ne savez pas ce que vous avez droit comme allocation logement. Vous allez sur le simulateur de la CAF et vous aurez une fourchette. Ça vous permet de calculer votre budget. Après, si vous êtes en difficulté financière ponctuelle, parce qu'il a fallu, je ne sais pas, aménager un petit peu votre logement, ouvrir des compteurs, là, c'est l'aide spécifique dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle l'aide ponctuelle, qui se monte sur dossier avec les assistants sociaux du CROUS. Et sur justificatif, et ça passe en commission. Donc là, c'est dit, on ne peut pas l'évaluer, celle-là, parce que c'est la commission qui décide. D'accord? Est-ce que les bourses continuent même en période de vacances? Alors, effectivement, les bourses, elles peuvent être calculées sur les 12 mois de l'année. Oui. Alors, après, là, là, franchement, je ne sais pas vous dire comment ça se négocie, mais je pense que dans le BSE, ça doit être précisé. Et de ce fait, elles sont un petit peu minorées par mois. Vous avez un doute, une question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si c'est un point de détail, nous, on est en contact avec nos collègues, elles nous répondent assez rapidement. Sinon, n'hésitez pas à aller aussi sur le site du CROUS. Je pense que vous êtes tous très habiles là-dessus. Et voilà, même des adresses, n'hésitez pas à revenir vers nous. Question. Au niveau des logements qui appartiennent au CROUS, une fois qu'on a fait notre dossier pour ces logements, pour ces aides au logement, on enlève complètement le prix du logement ou au final on va payer quand même une somme? Les logements deviennent gratuits, ceux du CROUS ou pas? Que ce soit l'allocation logement ou l'APL. Donc, APL, logement conventionné, allocation logement, c'est la CAF, donc vous, c'est l'allocation logement social. Elle est versée à votre nom. L'APL arrive en déduction du loyer. Après, on est sur des points de détail. Mais l'allocation logement, elle est versée au titulaire. Donc, vous la rentrez dans votre calcul de budget. Alors, imaginons que vous avez 450 € de loyer. L'allocation logement de la CAF est de 200 €. Ils vous verseront 200 € et vous aurez à payer vos 450 € à votre propriétaire. Après, il y a une possibilité à la CAF de faire un tiers payant, c'est-à-dire demander à ce qu'il soit versé directement au propriétaire et à ce moment-là, lui, il vous réclame la différence. Et après, ça, c'est du cas par cas. Voilà, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas, on a été le général possible.
Merci. Merci. On va continuer sur l'inscription Parcoursup. Donc, je vais essayer de vous faire une brève de présentation de Parcoursup. J'imagine que certains d'entre vous sont déjà allés sur le site Parcoursup. Non? Vous pouvez y aller dès à présent. Donc, je vais vous présenter le site à partir du site lui-même. Il faut savoir qu'il n'y a pas de… Vous ne pouvez pas pour le moment créer votre dossier, mais le site, c'est un moteur de recherche où vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur les formations. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller dès à présent. Je vais en fait vous montrer comment il faut le lire, ce site Internet. C'est surtout ça que je vais vous montrer. Après, normalement, pour les inscriptions, pour les vœux, vous pourrez me poser des questions, je tenterai de répondre. Il y a quelques modifications qui sont parvenues que je n'ai pas encore. Et vous pourrez de toute manière solliciter le CIO, la psychologue de l'éducation nationale ou le psychologue de l'éducation nationale pour leur demander des renseignements sur Parcoursup. Donc, tout d'abord, on va en venir au calendrier. J'imagine que certains l'ont reçu, parce que les profs ont été destinataires. Normalement, ils ont dû tous vous transmettre cette information. Donc, le calendrier Parcoursup, c'est début novembre, même avant, hein, vous pouviez consulter l'offre de formation de l'année 2021-2022. Donc, l'offre de formation pour la rentrée de septembre 2021, celle qui est passée. Cette offre de formation va être réactualisée d'ici peu, le 21 décembre. Donc, à partir du 21 décembre, les formations qui seront sur Parcoursup seront bien les formations pour la rentrée 2022. Elles changent un peu, hein, donc vous pouvez déjà y aller. Normalement, il n'y aura pas beaucoup de différence entre 2021 et 2022, même si certaines formations vont être ajoutées, parce qu'il y a toujours quelques centres de formation privés qui ne sont pas sur Parcoursup et qui vont rentrer cette année. Et globalement, il y a peu de changements. Après, vous allez avoir des changements de nom de formation, parce qu'il y a certaines formations qui ont changé de nom. Donc, tout le long du mois de décembre, je vous recommande vraiment d'y aller pour jeter un coup d'œil sur le moteur de recherche, comment ça fonctionne. À partir du 20 janvier, vous pourrez commencer à créer votre dossier Parcoursup. Pour créer votre dossier Parcoursup, il vous faudra votre INE, l'identifiant élève que vous avez. Cet identifiant, il est sur vos relevés de notes. C'est le numéro qui est sur vos relevés de notes. J'ai vu que beaucoup de jeunes étaient sur Pronote. Sur Pronote, normalement, vous devez retrouver votre INE, donc il n'y a pas de souci. Ah, je ne sais pas dans Pronote, mais vous l'avez sur vos bulletins. Sur vos bulletins de notes. Vous l'avez sur votre DNB aussi. Si vous avez récupéré votre diplôme national du brevet, vous avez votre INE dessus. Avec cette INE, on va vous donner un numéro de dossier. Et c'est ce fameux numéro de dossier qui vous servira pour vous reconnecter après sur Parcoursup. Donc, vous pourrez compléter votre dossier, c'est-à-dire rajouter des vœux jusqu'au 29 mars. Donc, vous voulez faire des BUT et des BTS, vous pouvez rajouter le nombre de BTS ou de BUT qu'il vous est possible de rajouter jusqu'au 29 mars. À partir du 29 mars, il vous sera plus possible de rajouter de vœux. Vous ne pourrez plus en rajouter ni en enlever. Donc, tous vos vœux vont être traités. Mais vous pouvez quand même modifier des éléments du dossier, à savoir votre projet de formation motivé. Donc, le petit projet motivé, c'est votre lettre de motivation pour intégrer les formations, de la nécessité de relativement bien les connaître avant même d'y rentrer. Savoir ce qu'on y fait, quel en est l'objectif et qu'est-ce qu'on fait après. Pour vous préparer à la rédaction de ce projet motivé, le CEO de Bagnères-sur-Cèze proposera des ateliers. Il y aura pour les élèves de Jean Villard, il y aura aussi des ateliers au sein du lycée. Donc, vous pouvez être accompagné ensuite. Il ne faut pas hésiter à solliciter vos enseignants, professeurs documentalistes, CPE, qui peuvent aussi vous aider à vérifier si vous rédigez bien, si vous corrigez quelques fautes. Donc, vous avez jusqu'au 7 avril pour compléter ce dossier. Donc, à partir du 29, on ne rajoute pas de vœux. On complète le dossier et au 7 avril, le dossier il est clôturé. Vous allez devoir l'enregistrer, le valider. Une fois validé, ce dossier ne pourra plus être modifié. Et il va être traité par les écoles, les universités pour lesquelles vous êtes positionné. Et à partir du 2 juin, vous allez recevoir les réponses des formations.
Donc, je vais vous expliquer comment marchent les réponses, puisque je suis dans le sens du calendrier. Avant de vous expliquer les vœux, c'est un peu plus subtil. Donc, vous allez faire un certain nombre de réponses. Vous avez fait un certain nombre de vœux, vous allez recevoir des réponses au fil de l'eau, une fois que vos dossiers seront étudiés. Donc, vous pouvez, le premier jour, avoir des réponses de type oui, oui, mais, seulement pour les universités, le oui, mais vous vous engagez à suivre un dispositif. Parce qu'on estime que votre dossier est un peu faible. Des non, ça veut dire que vous n'êtes pas pris, ou des en attente. Quand vous êtes sur liste d'attente, vous pouvez voir votre emplacement et voir comment ça évolue au fil de l'eau. Il ne sera pas nécessaire de se connecter 10 000 fois dans la journée parce que la réactualisation de Parcoursup se fait une seule fois. Jusque-là, c'était pendant la nuit. Donc, par exemple, à 2 h du matin, il est programmé pour récupérer des informations obtenues par les écoles. Ce que vous voyez au lever ne va pas changer. Ce sera toujours la même chose à 17 h. Donc, vous vous reconnectez le lendemain si vous n'avez pas de proposition. Ne pas avoir de proposition, ce n'est pas très grave en soi. Le tout, c'est d'y aller régulièrement. Parce que toutes les écoles ne traitent pas l'information de la même manière. Et il faut savoir qu'il y a certaines formations, il y a tellement de candidats qui les demandent, mais qui ne vont pas forcément s'inscrire dedans. Dans certaines licences, notamment, vous avez des licences où il y a des milliers de candidats qui les demandent, et à la fin, ils se retrouvent à 30 parce que le candidat a obtenu satisfaction ailleurs. Donc, ce n'est pas parce que des fois, votre emplacement n'est pas bon que c'est foutu. Donc, moi, ce que je conseille aux élèves, quand vous êtes en attente, vous gardez vos vœux, même si ça semble un peu désespéré. Ça peut arriver des fois que ça semble un peu désespéré. Donc, à partir du 23 juin, si vous n'avez rien reçu, vous pouvez participer à la phase d'admission, la phase complémentaire. La phase d'admission complémentaire, elle va vous proposer un certain nombre de formations pour lesquelles il reste des places. Si une formation dans laquelle vous avez été refusé ou proposée en phase complémentaire, vous ne pourrez pas y candidater. Si on ne vous a pas voulu, la plateforme, elle suppose qu'on ne vous voudra pas au deuxième tour. Parce que c'est une question de dossier, ce n'est pas une question de place. Et le 15 juillet, c'est la fin de la phase principale, c'est-à-dire que si vous n'aurez plus de réponse pour la première phase. Il faut savoir que si à la rentrée, vous n'avez rien, il est important de venir au CIO pour qu'on fasse un point avec vous, mais aussi qu'on vous accompagne pour solliciter ce qu'on appelle la CAES, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, dans la loi, il est dit que chaque étudiant, on doit une place à chaque étudiant dans l'enseignement supérieur. Mais attention, hein, ne faites pas trop d'illusions, les places ne vous plairont pas forcément. C'est-à-dire, on va vous dire, oui, il reste de la place là, mais des fois, ça va être privé, vous n'aurez peut-être pas les moyens de le payer, des fois, ça ne vous plaît même pas, ce qu'on vous propose. Mais des fois, ça peut vous plaire. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter, leur dire, j'ai rien eu, mais je suis intéressé par ça, qu'est-ce qu'il vous reste? Des fois, ça arrive que des étudiants soient satisfaits et acceptent ce qu'on leur propose en place restante. Tout dépend de votre dossier, en fait. Hein. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour le calendrier. Maintenant, je vais en venir au moteur de recherche et vous expliquer un peu succinctement comment on fait ces vœux. Au préalable, est-ce que vous avez des questions sur les dates, hein? Non, pas de questions. Si, il y a le jeune homme en haut. Je vais y venir quand je vais vous présenter un petit peu le moteur de recherche. C'est bon pour le calendrier? Pas d'autres. Juste sur Parcoursup, si on est accepté par exemple dans une telle formation et qu'on attend la réponse, c'est combien de jours de délai où celle où on a été accepté? Alors, ça dépend des moments. Au début, alors le délai cette année, regardez parce que chaque année ça change un petit peu. Globalement, de mémoire, je vais me baser sur ce qui a été fait l'année dernière. C'était 3 jours l'année dernière. Vous avez 3 jours pour répondre. Donc, en fait, la réponse, elle est importante. C'est surtout quand on vous donne 2 formats. Alors, elle est toujours importante. Il faut répondre dès que vous avez une proposition qui vous dit oui, je vous prends, vous dites oui. Mais c'est quand vous allez en avoir 2 où ça devient plus délicat. Il va falloir choisir entre les 2, parce qu'il y en a une des 2 que vous allez éliminer. Comment? L'année dernière, c'était 3 jours, et puis petit à petit, ça se réduit. Au fur et à mesure que la phase avance, les délais se réduisent.
Mais là, vous serez informé. Là, moi, je voulais vous présenter vraiment le moteur de recherche. Vous serez informé petit à petit. Mais sachez que le conseil qu'on vous donne, c'est que dès que vous avez la réponse, vous apportez une réponse. Parce que vous avez tout intérêt à répondre rapidement. Pour plusieurs raisons. Parce que ça fait tourner la machine et vous avez intérêt que vos camarades répondent rapidement eux-mêmes. C'est comme ça libère des places pour les formations dans lesquelles vous êtes en attente. Et donc, ça arrange tout le monde que vous répondez très rapidement. La première année où ça a été mis en place, c'était 7 jours. Ils se sont rendus compte que c'était trop long. C'est pour ça qu'ils ont réduit le nombre de jours pour répondre. Et on reçoit la réponse de tous nos en même temps. Non, justement, c'est ce que je vous disais, au fil de l'eau. Mais du coup, si on a 3 jours pour accepter un vœu, qu'on reçoit un autre moment, en fait. Vous mettez les autres en attente, en fait. Vous leur dites, oui, je suis pris là, mais comme je préfère certains vœux, je vais les garder en attente. Mais si je préfère pas. Vous les rejetez. Puisque vous êtes pris quelque part. Quand vous êtes pris quelque part, maintenant vous n'êtes pas pris quelque part, vous gardez bien tous vos vœux de secours. Et une fois que vous avez un vœu que vous aimez, tous ceux que vous aimez le moins, vous pouvez les rejeter, que vous soyez pris. Ok, c'est bon. Merci. Petite précision, les vœux, vous n'avez pas à les hiérarchiser. Vous pouvez faire, si vous faites 20 vœux, c'est peut-être le 19 qui va vous intéresser si vous êtes pris. D'accord? La hiérarchisation, elle se fait dans la phase de réponse. C'est-à-dire quand vous avez 2 formations dans lesquelles vous êtes pris, vous pouvez en faire qu'une, là, il y a une forme de hiérarchisation que vous devez faire. Vous pouvez la faire au préalable sur un papier, hein, si vous voulez. Après, ça vous laisse le temps de la modifier légèrement. Donc, si alors, quand il n'y a aucun de vos vœux qui est accepté, il faut venir nous voir. On va vous accompagner pour la phase complémentaire. Comme je vous ai dit, à partir de mi-juin, vous aurez une phase complémentaire au sein de laquelle il y aura des places libres. Vous ne pourrez pas candidater sur les formations que vous avez demandées, qui vous ont refusées. Même si elles ont des places libres, ça peut arriver que c'est des places libres parce que votre dossier n'a pas convaincu la formation. Donc, sur ces formations, vous ne pourrez pas vous positionner, mais vous pourrez vous positionner sur d'autres formations dans lesquelles il reste de la place. Si au final, vous n'avez rien du tout, il existe une commission, la commission d'accès à l'enseignement supérieur, c'est le rectorat qui la gère, cette commission. On étudie votre dossier lors de cette commission. Donc, cette jeune fille, elle m'a sollicité, elle a été prise nulle part, elle est intéressée par le monde du commerce. Je regarde autour de sa région s'il reste des places dans une formation liée au commerce, ça peut être plus ou moins proche de votre projet. Et là, on va vous envoyer les places restantes. On va vous dire, on est prêt à vous prendre dans cette formation. Ce qu'on vous propose, vous êtes pris, si vous l'acceptez, la place, elle est pour vous, puisqu'on vous la propose. Après, c'est pas dit que ça vous plaise parfaitement. Des fois, c'est mieux d'avoir quelque chose que de rien avoir. Ça dépend de votre projet. Ça se discute. Donc maintenant, je vais vous présenter le moteur de recherche, un petit peu comment on peut lire ces fameuses fiches de formation sur le site. Donc, sur le site Parcoursup, vous avez le moteur de recherche des formations pour la centre 2021. Donc, ce moteur de recherche, c'est celui qui va vous permettre de faire vos vœux. Ce sera exactement, sensiblement le même moteur de recherche l'année prochaine. Je vais vous donner un exemple. Donc, vous avez un filtre. Hein. Donc, vous pouvez sélectionner si vous voulez vous limiter aux établissements publics ou privés sur le filtre. Vous pouvez dire si vous voulez la formation en apprentissage ou hors apprentissage. Il faut savoir que pour tous les vœux que vous allez fournir, vous pourrez faire l'équivalent en apprentissage. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à 10 vœux possibles. Je vais vous expliquer comment ça marche, ces fameux 10 vœux. Ce n'est pas 10 lieux de formation, c'est 10 vœux, 10 types de formation possibles. Et vous pouvez en faire les doubler par l'apprentissage. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en concurrence. C'est-à-dire un vœu apprentissage ne prend pas la place d'un vœu formation hors apprentissage. C'est une question. Si on apprend dans les écoles de notre choix, on voit et que vous apprenez quoi? C'est quand on choisit notre école, le choix en juin, et qu'on n'arrange pas à l'avance, je sais pas quoi. Ah, le CROUS. Alors, le CROUS, c'est des vœux que vous formulez. Ça peut être. Oui. Du coup, comment on fait si on n'a pas la réponse de l'école? Dans le parc privé, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est dans le parc public, c'est-à-dire via le CROUS, l'appartement qu'on va vous proposer, si jamais vous êtes pris, vous allez le prendre.
Si vous êtes pris dans l'école, vous allez leur dire ben, j'arrive, et si vous n'êtes pas pris, vous allez les informer qu'en fait vous y renoncez puisque vous n'êtes pas pris. Oui, c'est pour vous devez faire plusieurs vœux d'appartement. Après, ces questions-là, vous les réservez quand même plutôt à mes collègues. Vous prenez rendez-vous avec mes collègues si vous avez des doutes et que ça vous inquiète, parce que je risque de ne pas réussir à vous répondre correctement. Mais effectivement, vous pouvez faire plusieurs vœux et selon le lieu géographique, le dossier suit vers telle ou telle résidence C'est universitaire. ce jeune homme qui demandait avant vous, et après vous, et j'ai plus de main qui s'est levé par là aussi. Mais en fait, c'est-à-dire quoi formation en apprentissage? Alors, en apprentissage, ça veut dire que vous allez alterner entre un centre de formation pour apprentis et une entreprise. L'entreprise va vous rémunérer et vous allez devoir suivre des cours. Mais quand on prépare un BTS, un diplôme national comme le BTS, c'est le même programme. Donc, vous avez 5 semaines de congés payés quand vous êtes en apprentissage, vous avez les vacances scolaires quand vous êtes hors apprentissage. Mais à la fin, vous passez exactement le même examen. Voilà. Oui. Je vois, il y a les quotas d'admission, c'est basé selon quoi? Alors justement, je vais vous expliquer un petit peu toutes ces histoires de chiffres et pour assurer un petit peu par rapport à tout ça. Il n'y avait pas une question par là? Non? Donc, moteur de recherche, comme je vous montrais, donc vous avez un filtre. Donc le filtre, c'est les types d'établissement, type de formation. Là, je vous fais une simulation. Puis type de... Donc, vous voulez faire un BTS, par exemple. Je regarde au niveau des filtres si j'ai autre chose. Non, et après, vous pouvez regarder s'il y a un internat ou pas. Donc, vous voulez faire un BTS, par exemple, MCO. Donc, il y en a beaucoup en France des BTS MCO. Donc, grâce à la carte, vous pouvez zoomer sur la région qui vous intéresse. Donc, ce BTS, vous voulez le faire à Bagnols-sur-Cèze et vous avez la fiche BTS. Et après, je reviendrai sur les chiffres. Donc, la fiche BTS vous donne pas mal d'informations sur le nombre de places, le nombre de vœux qui ont été formulés. Donc, comme je vous ai expliqué, des fois, le nombre de vœux est très, très important, mais les gens ont tellement de formations que de toute façon, ils sont positionnés sur une note qui les intéresse plus que celle-ci. Donc, le nombre total de vœux n'est pas forcément inquiétant. Donc, vous allez avoir un descriptif sur la formation. C'est très important de le dire parce que ce descriptif, il va vous aider à rédiger votre lettre de projet motivé. C'est-à-dire, si vous dites « je suis très intéressé par MCO parce que je veux être un manager de grandes entreprises et diriger des grandes équipes », eh bien, vous allez passer à côté, parce que c'est pas ça. Et pourtant, ça s'appelle management commerce opérationnel. Donc, on peut s'imaginer que c'est gérer des grandes équipes, mais c'est pas ça. C'est gérer des surfaces de commerce. Il peut y avoir des employés, mais il faut bien lire, du coup, les descriptifs pour pouvoir rédiger un projet cohérent. Ensuite, il vous explique comment la formation va se dérouler, le nombre de stages, les langues. Vous avez des informations sur les frais. Là, on est sur un établissement privé, il n'y a aucun frais, c'est gratuit. Un établissement public, pardon. Et ensuite, vous allez avoir des informations sur les connaissances et compétences attendues. Ce qu'on va appeler les attendus nationaux, ça c'est pour tous les BTS MCO, il y a ces attendus. Disposer de compétences relationnelles, disposer d'une appétence pour le conseil client, avoir la capacité d'évoluer dans les environnements numériques, etc. Ça, c'est généralisé sur toute la France. Ensuite, vous avez aussi des attendus dans certains établissements propres aux établissements. Par exemple, un établissement qui veut offrir une coloration à sa formation. Par exemple, moi, je veux faire du MCO, mais pour la grande distribution, on peut dire vous avez une appétence pour travailler dans le domaine de la grande distribution en plus. Ensuite, vous allez avoir des informations sur les critères d'examen des dossiers. Donc, ils vont regarder les résultats dans les matières apportant des compétences pour le BTS. Donc, MCO, ils vont regarder peut-être un peu l'anglais, un petit peu les mathématiques. Donc, c'est ce qui va pondérer votre dossier. Alors, il ne faut pas que ça vous refroidisse parce qu'il nous manque, c'est là où j'en viens aux données qu'on vous donne dans Parcoursup, elles sont intéressantes, elles sont nombreuses, mais il manque des éléments. C'est-à-dire que pour un BTS MCO, on ne va pas non plus demander quelqu'un qui est bilingue, par exemple. Alors que dans le commerce, on se dit qu'un anglais, ça peut être important. On ne va pas demander un grand mathématicien non plus. Donc, il nous manque
Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Certes, on sait qu'ils vont regarder la qualité de votre dossier, et notamment les matières en lien avec la formation, mais on ne sait pas si ils attendent des gens qui sont parfaitement bons ou des gens qui sont juste moyens. Après, ils vont regarder les commentaires qu'il y a dans votre dossier. Donc ça, c'est un algorithme, c'est des algorithmes, ce qu'on appelle algorithme. Donc, ils vont pondérer vos notes et puis ça va se faire automatiquement. Et ils vont se dire, on va garder, par exemple, 50 dossiers pour les analyser avec plus d'attention. Et là, ils vont regarder votre régularité, votre assiduité. Si vous séchez beaucoup les cours, eh ben, sachez que dans beaucoup de formations, vous risquez de ne pas avoir de place parce qu'ils ne vont pas accepter qu'il y ait trop d'absences non justifiées. Ensuite, ils vont interroger votre motivation, et ça, pour l'interroger, les professeurs avec le chef d'établissement vont remplir une fiche à venir. Et cette fiche, elle va renseigner quand même un petit peu votre motivation, puisque le professeur va dire cet élève, il ne m'a jamais parlé de son âge. Ils mettent rarement ça, mais ils pourraient mettre cet élève ne m'a jamais parlé de ce projet, mais peut-être que voilà, ça ne jouera pas en votre faveur. Oui? Deux? Non, vous avez du mal à entendre. De fiche. Fiche à venir. Voilà. Oui? Alors, quasiment toutes les formations figurent dans Parcoursup. Toutefois, certaines formations, en fait, recueillent une inscription pour un entretien. Donc, vous vous inscrivez en plus pour l'entretien. Et après, vous avez quand même la réponse par Parcoursup. En fait, voilà, ils vont vous dire, ils vont vous contacter. Par exemple, les IEP, ils vont vous, par Parcoursup, vous allez vous inscrire au concours. Vous allez vous présenter au concours. Et si vous réussissez votre concours, vous allez obtenir la réponse oui. Voilà, par Parcoursup, tout se passe par Parcoursup. Donc là, dans les BTS, il faut savoir, ceux qui sont en bac généraux, je vous demande un peu d'attention, s'il vous plaît. Ceux qui sont en bac généraux ont peu de place pour eux en BTS. Ils ne sont pas prioritaires sur les bacs techno, c'est qu'ils ont moins de place que les bacs techno. Et les bacs pro ont un peu plus de place sur les BTS. Oui? Non, on peut rentrer en BTS. Il y a un nombre de places pour les bacs généraux, un nombre de places pour les bacs techno, un nombre de places pour les bacs pro. Après, il est vrai que vu le nombre de places pour les bacs généraux, normalement, on peut penser qu'il faut un meilleur dossier puisqu'il n'y a pas beaucoup de place. Après, est-ce que vous avez préparé un bac général pour aller en BTS? Pas forcément, parce qu'en BTS, on va vous demander déjà d'avoir une certaine maîtrise professionnelle du domaine dans lequel vous vous engagez. Donc finalement, vous êtes moins bien préparé que les bacs pro pour intégrer un BTS. Puisque le bac pro, lui, il a déjà fait des stages, etc. Il sait déjà un petit peu ce qu'il attend. Donc voilà aussi pourquoi les places sont quand même réservées en priorité au bac pro, au bac techno, puis au bac généraux. Pour émettre vos vœux, donc voilà la fiche à venir. Ah oui, je voulais vous montrer justement les statistiques un petit peu. Donc pour chaque fiche, vous avez des statistiques. Avec le taux d'accès 24, là par exemple sur le BTS à l'Académie, 24%. Je vais me permettre de contredire mon ministère, ce taux, il ne vous informe sur rien du tout. Je ne connais pas la qualité du dernier dossier rentré. Si le dernier dossier rentré est pas tip-top, ça veut dire qu'avec un bon dossier, on est à peu près sûr d'avoir la place. Si le dernier dossier rentré, par exemple, si vous demandez la CPGE Louis le Grand à Paris, une CPGE à Louis le Grand à Paris, vous avez 13 de moyenne, même si le taux il est à 60%, si vous avez 13 de moyenne, vous n'y rentrerez jamais. Une classe prépa à Louis le Grand à Paris. Par contre, un BTS qui a 24%, si vous avez 13 de moyenne, tentez votre chance. Vous avez peut-être des chances. Pourtant, il y a 24%. Donc, ce taux, il me manque vraiment l'information. Il vous manque l'information du dernier dossier pour vous en inquiéter. Donc, ne vous en inquiétez pas. Il y a des formations très, très sélectives et qui attirent plutôt des élèves qui ne sont pas très scolaires. Donc, il suffit d'avoir un petit dossier moyen et on a toutes ces chances. Pour les formations, les quotas là, pour
plus général, 1%. Ça se fixe selon, c'est l'établissement qui donne le quota, c'est-à-dire qu'ils accepteront que 2% de généraux, ou c'est par rapport au nombre d'élèves du coup qui se retrouvent durant l'année? C'est avec le rectorat que c'est négocié. Donc, effectivement, là, ça vous donne une assez bonne image de ce qui est pensé, même s'ils réajustent en fin d'année. Donc, les chiffres ne sont pas forcément la réalité de ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire que là, il y a 4% de généraux, peut-être qu'ils en espéraient 10, mais il n'y avait pas assez de candidats pour les remplir. Donc, ils ont un peu réajusté, mais globalement, c'est à peu près la cartographie qui vous attend. C'est-à-dire que dans cet établissement, pour 53 places, il y a 4% de généraux. En gros, ça fait 2 élèves qui viennent de général. Et ça veut dire que dans cet établissement, sur ce BTS-là, il estime avoir 2-3 élèves de bac G. Il se donne ce droit-là. Il se donne, c'est discuté, c'est le rectorat qui lui impose. 57 pour les bacs techno et 39 pour les bacs pro. Un autre chiffre, c'est pour les BUT. Les BUT, les BUT, donc c'est l'évolution des DUT. Hein. Les DUT disparaissent, ça se faisait en 2 ans, maintenant ça devient des BUT, ça se fait en 3 ans. Ça se fait dans des IUT, des instituts universitaires technologiques. Les IUT, ils ont pour obligation d'accueillir 50% de techno, 50% de généraux. C'est réajusté avec 1 ou 2 dossiers de pro, mais globalement, les BUT, à part des BUT spécifiques, les BUT, c'est 50% de général, 50% des IUT, pardon, 50% de général, 50% de pro. Globalement, par exemple, sur Avignon, ils ont un BUT statistique décisionnel, ça attire peu les technos. Comme il attire peu les technos, c'est là-dessus qu'ils gagnent du pourcentage, en fait. Ils ont décidé, par exemple, de prendre 10% de techno et 90% de généraux. Par contre, Tech de Go, qui attire beaucoup les bacs techno, eux, ils vont prendre un peu plus de techno, mais à la fin, ils auront 50% de généraux, 50% de techno. Donc voilà pour les statistiques. Après, pour les vœux, donc comme je vous ai dit, vous avez le droit à 10 vœux. Je vais vous parler des formations les plus classiques, BTS, CPGE et BUT. Je fais un vœu BTS MCO. Ça compte pour un vœu. Et chaque établissement que je vais mettre avec le BTS MCO va compter en sous-vœu. Donc j'ai le droit à 10 vœux, donc je peux mettre plusieurs types de BTS, ça compte un vœu à chaque spécialité, et ensuite il y a des sous-vœux à chaque établissement. Vous avez le droit en tout dans votre dossier à 20 sous-vœux, mais à 10 sous-vœux par spécialité. Donc vous pouvez faire en tout 10 vœux MCO. Et ensuite il vous reste encore 9 vœux et 10 sous-vœux. Donc, vous pouvez faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire 10 vœux. Un vœu, c'est pour les BTS, les CPGE et les PUT, un vœu, c'est une spécialité. Donc, par exemple, je fais le vœu BTS MCO. Et après, pour chaque établissement, ce sont des sous-vœux. Et vous avez le droit jusqu'à 10 sous-vœux par spécialité et en tout 20 sous-vœux dans votre dossier. Donc, je fais le BTS MCO et je fais 10 établissements. Il me reste encore 10 sous-vœux et 9 vœux, 9 spécialités. Est-ce que j'ai été clair? Attention. Oui? « 10 vœux, donc 10 spécialités. Alors pour les BTS et BUT, les CPGE, 10 spécialités. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre jusqu'à 20 sous-vœux, mais 10 sous-vœux par spécialité. Maximum. À minimum, vous pouvez en mettre qu'un. Mais vous n'avez pas intérêt à ça. Vous n'avez pas trop intérêt, oui. Parce que comme vous voyez, il y a quand même du monde qui frappe au temps des Vous avez effectivement la possibilité de faire 10 vœux. Pas 10, mais faites-en au moins 7 ou 8. Alors, des sous-vœux plutôt. Des sous-vœux. Après, qu'il n'y ait qu'un seul vœu, c'est-à-dire que vous avez une spécialité en tête, ça correspond bien à votre projet. Voilà, vous avez un projet motivé, vous avez des arguments. Mais pourquoi pas faire qu'un seul vœu? Par exemple, je veux faire le BUT Infocom, j'ai 16 de moyenne, j'ai fait un mini-stage dans le domaine, j'ai bien réfléchi à la question, je vais faire plusieurs BUT Infocom en France, et puis j'assure mes arrières avec une licence quand même, quand je suis en bac général, parfois en bac technologique aussi. C'est bien d'assurer ses arrières avec une licence, parce qu'il y a un peu plus de place en licence en fait. Et là, pourquoi pas? Mais par contre, dans la spécialité Infocom, vous avez tout intérêt à en faire plusieurs, parce qu'un seul vœu, c'est risqué de pas être utile.
Si on veut faire une licence ou un BTS qui n'a pas trop de rapport avec notre bac, on peut quand même être accepté Vous pouvez quand même le demander. Alors, avec combien de dossiers? le BTS qui n'a pas de rapport avec votre bac, c'est-à-dire si vous êtes un bac STMG ou un bac pro tertiaire, vous demandez un BTS système automatisé, c'est RSA. Vous avez quasi aucune chance d'être pris parce que vous n'avez pas les compétences pour réussir. Il vous manque des notions. Donc le lycée va dire non. Vous avez un bac pro STMG, vous demandez une licence en psychologie. Vous avez peu de chances d'être pris parce qu'il y a tellement de demandes que c'est les dossiers, ce type de dossier, comme c'est un peu distant de la spécialité, c'est ce type de dossier qui risque d'être rejeté. Et vous pouvez être pris. Vous demandez un BU, vous êtes un STMG ou un bac pro tertiaire, vous demandez un BU dans le domaine industriel, vous ne serez pas pris. Il faut en discuter, ça dépend des situations. Mais globalement, plus votre bac est éloigné de la spécialité que vous visez, moins vous avez de chance d'être pris. Et parfois, vous êtes sûr de ne pas être pris. Hein. Pour les vœux, on peut faire les mêmes vœux, mais dans plusieurs établissements. Vous pouvez faire, donc c'est ce que je disais, vous faites BTS-MCO. BTS-MCO, c'est un vœu, et chaque établissement, c'est un sous-vœu. Donc pour le BTS-MCO, vous pouvez faire jusqu'à 10 établissements. Alors, certains ou certaines font ça parce que j'ai de la famille à Lyon, j'ai de la famille à Nantes, j'ai de la famille un peu de partout en France, et c'est MCO qui me plaît. Dans les 10 sous-vœux, vous choisissez sur la carte de France ce qui est possible par rapport peut-être à votre famille qui peut vous accueillir pour réduire vos frais, par exemple. Ça peut être une stratégie de ce type-là. Et il est important, des fois, quand vous demandez quelque chose de loin et qui est présent sur toute la France, comme MCO, vous avez intérêt de dire pourquoi vous le demandez à Lyon ou à Lille. J'ai de la famille, c'est plus facile. Ça vous donne des billes pour le dossier. Parce qu'ils savent que la vie étudiante est compliquée. Et quand ils voient, surtout si votre dossier est bon, ils se disent, mais elle habite Bagnols-sur-Cèze, elle est sur Bettery à Bagnols, mais si vos parents ont déménagé, vous dites, mes parents ils ont déménagé, ce sera plus facile pour moi de sur Lyon. C'est un poids parce que si vous avez 16 de moyenne, vous venez d'un bac pro tertiaire, vous avez 16 de moyenne et vous demandez MCO, vous êtes sûr d'être pris plus ou moins sûr. Bon, il y a des cas particuliers, mais normalement, vous êtes à peu près sûr d'être pris. Si vous ne précisez pas pourquoi vous vous éloignez de votre ville initiale, il risque de se dire, de toute façon, elle sera prise à Bagnols, donc on ne va pas la prendre là. Donc, c'est bien de leur préciser pourquoi vous voulez aller un peu plus loin. En gros, pour des raisons de logement. Mais ça, on vous l'expliquera si vous vous inscrivez à nos ateliers. Ce sera au CIO, l'inscription, pour l'instant, ce n'est pas ouvert, mais on vous informera. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de bac pro, mais si vous décrochez une mention au bac pro, vous pouvez être prioritaire sur le BTS qui suit. Alors, chaque année, ça change un peu la règle de cette priorité. Il y a des années, c'était même garanti. Et il y a des années où c'est juste des places réservées. Mais effectivement, plus votre bac est réussi, plus vous avez de chances d'être pris. Pour ce qui est des licences, vous avez le droit. Une licence égale un vœu, même si c'est la même spécialité. Licence psycho à Nîmes, licence psycho à Montpellier, ça fait 2 vœux. Ce n'est pas des sous-vœux. Donc, ça votre dossier qui est limité à 10 vœux. Si vous pouvez mettre que 10 licences, même dans la même spécialité. Voilà, allez-y. Est-ce que le DUT de commercialisation. Le BUT maintenant. Le BUT, technique de commercialisation, est-ce qu'il est sélectif et il faut combien de moyenne pour y être? La moyenne, il n'y a pas de règle. Parce que ça va dépendre, est-ce que vous êtes assidu en classe, est-ce que vous êtes sérieuse, est-ce que vous semblez motivé. Les commentaires que font vont avoir un poids. Après, c'est sûr que si votre dossier est très très faible, vous n'avez pas la moyenne en anglais, vous n'avez pas la moyenne en maths, alors je ne sais pas si vous êtes en STMG, ouais. Vous n'avez pas la moyenne en anglais, vous n'avez pas la moyenne en maths, vous n'avez pas la moyenne dans votre spécialité, ouais, non, vous n'avez quasiment aucune chance. Même si les autres moyennes sont à 18. Même si les autres matières sont à 18, vous avez très peu de chance, parce que c'est des disciplines qui vont le plus regarder. Après, si vous êtes très moyen, vous avez un 11, des petits 11 un peu partout. Et par contre, vous écrivez une lettre où vous montrez bien votre motivation. Les profs disent elle est assidue, sérieuse, elle essaie de faire le nécessaire, elle montre toujours beaucoup de motivation. Là, vous avez votre chance, même si votre dossier est un peu moyen.
Moi, j'ai une question par rapport aux lettres de motivation. Comment dire, c'est facultatif à chaque formation ou c'est pour toutes les formations obligatoirement? Toutes les formations. Donc, si vous demandez, par exemple, BDSMCO 10 fois, vous pouvez appliquer à peu près la même lettre, puisque c'est la même formation, donc les motivations seront les mêmes. Après, il y a des petites choses à modifier, du genre, si je demande à Lyon, c'est parce que j'ai un logement pas cher et que ça m'arrange d'être sur Lyon, ça vous le rajoutez, mais globalement, le corps de la lettre sera le même. Par contre, dès que vous changez, vous devez adapter votre lettre, sinon ils vont pas comprendre des formations. Et alors, surtout 2-3 petits éléments concernant la lettre de motivation. N'allez pas chercher des copier-coller sur Internet, ça ne sert à rien. N'achetez pas un abonnement à 30 lettres, ça ne sert à rien, vous perdrez de l'argent. Le but, c'est dans votre lettre, vous parlez comme vous parlez normalement. Vous n'avez pas à aller chercher aussi un site de synonymes, ça ne sert à rien. Vraiment, vous êtes sincère, vous vous présentez, vous apportez l'intérêt que la section que vous demandez vous donne, mais parlez franc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des formules. Et comme vous allez utiliser un traitement de texte, vous avez déjà vu des mots qui sont vagués rouges dessous. Vagués rouges, il y a une faute d'orthographe. Donc, dans un traitement de texte, vous avez un correcteur d'orthographe. Vous l'utilisez parce que moi, tous les intervenants que j'ai depuis un mois nous disent que 5 fautes d'orthographe, alors là, ça ne passe pas. Voilà. Donc, la lettre, n'hésitez pas à la faire corriger par votre prof, etc. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est votre style. Votre style, il vous appartient. Il n'est pas bon en terminale, mais à part si vous êtes un littéraire, vous avez pris toutes les disciplines littéraires et vous adorez ça. Bien sûr que le style, il a plutôt intérêt d'être bon, notamment si vous demandez de la communication, des facs de lettres, des choses comme ça. Là. Oui, bien sûr. Par contre, quand vous demandez commerce, normalement, vous n'êtes pas forcément passionné de littérature, donc que vous n'utilisez pas des mots de l'époque de Molière, ce n'est pas très grave. Donc, vous faites corriger par vos profs, par contre, s'ils modifient trop les termes, etc., il y a un truc qui ne va pas. Que ce soit de la part de votre prof ou peut-être de vous, parce que vraiment, votre texte, il n'a pas de sens. Mais globalement, il ne faut pas trop vous faire modifier ce que vous avez l'habitude d'écrire, il faut que ce soit vous, pour que vous soyez authentique. Par contre, pas de faute de tournure grammaticale, c'est pour ça qu'il faut le faire dire, c'est corriger les tournures grammaticales. Des fois, il faut corriger aussi un peu les liaisons. Si le prof il dit, mets cette petite phrase entre ces deux phrases, ça peut être un plus. Et les fautes d'orthographe, les tournures grammaticales et les liaisons, on appelle ça les. Je ne trouve plus le mot. D'un chapitre à un autre, il faut faire des petites phrases de transition. Voilà, phrase de transition, tournure grammaticale et faute d'orthographe. Si on vous change les mots, vérifiez quand même. Alors peut-être que vous n'aviez pas compris le sens du mot que vous avez mis, mais globalement, il y a un problème. Il faut que ce soit vos mots. Arnaud Rey disait tout à l'heure que nous, on va mettre en place des ateliers pour vous aider à rédiger vos lettres. Donc ça, le CIO va communiquer avec l'établissement et on vous proposera des créneaux pour vous aider. Voilà. Mais je répète bien, soyez le plus naturel possible. Franchement. J'ai vu que beaucoup étaient sur Pronote, donc j'imagine que vous recevez la CIO Letter, la lettre d'information du CIO. Donc n'hésitez pas à la lire parce que c'est par la CIO Letter déjà qu'on va vous informer sur les ateliers, les modalités d'instruction. Globalement, on est en train de penser les faire sur une période de 2 semaines entre les vacances de février et les vacances de Pâques. Donc ce sera autour du mois de mars. Ça peut-être certains, vous aurez déjà fini vos vœux, mais la lettre de motivation, vous avez vu, vous pouvez la faire jusqu'au 7 avril, même quand vous ne pouvez plus rajouter. Quelles sont les informations primordiales à mettre dans une lettre de motivation, surtout pour un bac général? J'ai compris que cette formation, elle avait 7 objectifs. Moi, j'ai 7 objectifs parce que. Après, on peut rajouter des petits trucs personnels. Parce que j'ai fait des stages, je connais bien, j'ai découvert, j'ai rencontré, j'ai questionné quelqu'un. Je me suis fait accompagner par un psychologue de l'éducation nationale, un conseiller lambda, la CPE, j'en ai beaucoup discuté avec la CPE, la prof. Et aussi quelque chose d'important, je suis allé aux portes ouvertes. Je suis allé aux portes ouvertes. J'ai rencontré monsieur Truc, professeur de. Par exemple.
Ah oui, oui. Lors d'une conférence au lycée Albert Einstein, si l'école est venue, j'ai suivi là, où j'ai le BUT Technoco, je ne sais pas, il y a je sais pas si quelqu'un en a parlé dans les conférences, peut-être pas. Donc le BUT génie, je ne sais quoi, la fac de Montpellier est venue me le présenter, même si vous candidatez pour Lyon, je vais en parler. Donc j'ai appris des choses, je sais. J'ai suivi cette conférence, donc en STAPS, je me suis renseigné, je suis intéressé par ça parce que j'aspire à faire ça. Je m'intéresse beaucoup à la recherche en sciences des activités sportives. Déjà, pour approfondir la question, vous souhaitez aller en STAPS, pourquoi? Kiné derrière. Alors, vous allez prendre avec l'option kiné. Vous L'option savez, kiné. maintenant, c'est option kiné, donc c'est surtout, Très bien. c'est surtout l'option kiné. Justement, c'est surtout sur l'option kiné qu'il faut pas se concentrer. Je choisis l'option kiné, je suis intéressé par ce métier parce que j'ai vu qu'on disait ça, qu'on pouvait travailler en établissement sociaux, je ne sais pas, qu'on peut accompagner les sportifs de haut niveau. C'est pour ça que je l'associe à STAPS. Si jamais je ne réussissais pas mon concours, j'aurais quand même cette opportunité. Pour avoir suivi la conférence sur l'université de Montpellier, de médecine de Montpellier, effectivement, eux ont rajouté la lettre, l'initiale kiné dans la MMOPK, maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et kiné, parce qu'il y a tout de suite l'option kiné à choisir quand on passe. Après, il ne faut pas hésiter, quand vous serez informé qu'on a ces ateliers, on a discuté. On ne fera pas des lettres à votre place. Vraiment, ce qu'on veut vous montrer, c'est ce que je viens de vous dire, c'est pourquoi je veux faire ça, etc. Les grands points qu'il faut essayer de formuler. Et après, vous regardez derrière vous si vous avez un brouillon, des choses comme ça. Souvent, quand on est à ces ateliers, on peut vous là où vous avez arrivé, le secrétaire du GIO va vous dire essayez de faire un brouillon avant. Bien de faire un brouillon avant. Oui. Les lettres de recommandation, alors du coup, il n'y a pas toutes les formations ne vont pas étudier des pièces jaunes. Il y a des centres de formation qui vont regarder. Mais en général, ce n'est pas tant les lettres de recommandation, ceux qui regardent le plus les pièces jointes, c'est les formations en art. Après, ils vont regarder si vous êtes engagé dans une association, donc vous pouvez mettre dans tout STAPS, notamment, vous pouvez mettre des infos, si vous faites du sport dans un club, vous pouvez dire mettre la preuve de votre licence. Je suis licencié. Après, il faudra voir peut-être que dans les pièces, il y a quand même des. Si, imaginons. Là, je n'ai pas l'accès à Parcoursup, s'il ouvre le 20, pour l'instant, je ne sais pas sur les lettres de recommandation, je pense pas. Et si, imaginons, on va en immersion dans un cabinet de kiné, on doit le mettre aussi. C'est possible, oui, j'ai eu la chance de bénéficier d'une journée avec un kiné en libéral. C'est la lettre de motivation, c'est un peu votre CV en fait, même si jusqu'à présent, avoir un CV. Ici, il y aura des éléments de CV aussi. Tout à fait. Donc, effectivement, si vous trouvez que vous en avez assez mis dans le CV, peut-être pas le mettre dans la lettre, mais globalement, vu votre CV, je pense que vous avez la place, que ce soit dans la lettre ou dans le CV, des fois, d'être un peu redondant, vous avez, à la différence d'un. Moi, je n'ai pas le droit, si je fais une candidature quelque part, je n'aurais pas le droit d'être redondant. Ce que je mets dans le CV, je ne devrais pas le mettre dans la lettre. Je ne devrais pas trop charger mon CV, je ne devrais pas trop charger ma lettre. Il faudra faire les deux. Vous pouvez être redondant parce que dans votre CV, vous n'avez pas beaucoup de choses. Pour le moment. Ça va venir. Et après, engagement associatif, engagement sportif. Si vous avez fait le SNU, il faut le mettre, service national universel. Si vous avez participé à des actions, je sais pas, vous allez dépouiller au moment des votes, des choses comme ça, c'est bien de le mettre. Par exemple, moi je suis intéressé par un DCG. J'ai un intervenant qui est venu et qui nous a expliqué du coup, et par exemple c'était un intervenant du DCG de Nîmes, et il nous a expliqué que dans le DCG en fait il n'y avait pas de quota entre les généraux technologiques et professionnels. Dans le DCG. Oui, et il nous a dit qu'il n'y avait pas, en tout cas à Nîmes, il n'y avait pas de quota, mais par contre sur du coup Parcoursup, il y a quand même les pourcentages. Là par contre, est-ce que ça est en erreur? Non, les quotas ils existent que pour les BTS et les BUT. Ah, d'accord. Les chiffres, du coup, pour les DCG, c'est vrai que pour moi, c'est pas fiable parce que ça met en erreur, puisqu'on ne connaît pas le nombre de candidats venus de pôle, de techno et de général. Et du coup, on ne sait pas si vraiment ce chiffre il a un sens, puisqu'on ne connaît pas le nombre.
Donc, ne regardez pas trop des CG, faites votre lettre de motivation. Il n'y a que les BTS et les BUT qui se limitent à prendre un nom. Et c'est bien, le mot quota, moi je ne le trouve pas bon, c'est plutôt des places réservées. C'est pas une histoire de quota, c'est une histoire de logique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut réserver des places, parce qu'il faut des bacs pro dans les BTS, c'est logique, il en faut beaucoup. Il faut laisser à des généraux qui ont envie de le faire la chance de pouvoir le faire, donc il en faut quelques-uns. Et il faut pas mal de BTS, parce qu'il y a pas mal de BTS qui ont envie de faire un bac techno, pardon, qui ont envie de faire un BTS. Et pour les BUT, c'est pareil, 50-50, et puis en général, ils essaient de réajuster en fonction de l'habitude des jeunes qui demandent technico, mais il y a plus de bac techno qu'en statistique opérationnelle, parce que les technos, ils n'ont pas en statistique opérationnelle, c'est rarement leur truc mis en place. C'est beau ce que tu parlais de Émile Gouet. Voilà. Alors là, à partir de février, on va organiser les mardis de l'information. Et d'ores et déjà, un intervenant du DCG vient de faire une petite intervention entre midi et 2. Un mardi, on n'a pas encore déterminé le plan. Voilà. Alors, Émile Gouet. Une autre question. Là, attendez, je vais expliquer. Par contre, quand il y a 0% de pro, ben souvent, soit le DCG, la deuxième hypothèse, soit le DCG attire aucune candidature de pro, ou très très peu, mais globalement, ça veut dire que les pros, ce n'est pas forcément leur public. Parce que même leur programme, ça veut dire qu'il n'est pas pensé pour ce public qui vient un peu vers eux. Donc, du coup, mais je vois qu'il y en a certains qui en ont pris un, parce que le dossier est très bon. Mais globalement, ça vous donne quand même la coloration de la formation. Mais ils prennent des technos et des bacs généraux, et ce n'est pas qu'une histoire de quota. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que proportionnellement, il y a moins de bacs techno que de bacs généraux. Hein, dans la France en général, il y a plus de bacs généraux. Donc, quand on voit 22 techno et 76 générales, peut-être que ça reflète le type de candidature aussi. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que les technos n'ont vraiment pas de chance? Qu'ils ont tous été pris. C'est une voie qui se nourrit, la moins en moins de voix qui se dirigent dans ces voies-là. Ouais, parce que c'est vrai que le BTS permet de le préparer aussi. Il y a des licences en éco-gestion qui permettent de le préparer, et les BUT GEA avec les spécialités en lien permettent aussi de le préparer. Donc effectivement, c'est quand même peut-être plus intéressant de passer un autre diplôme en parallèle si vous êtes validé par votre DCG, par exemple, vous avez le diplôme en. Donc, pourquoi pas le DCG? De toute façon, la comptabilité, il y a du boulot. Pour une licence LEA, c'est quel bac qui est le plus important? C'est le bac général ou le bac technologique? Les licences, bac général. Les licences, alors LEA, ce n'est pas forcément la licence la plus attractive. Donc, si un STMG le demande, il peut être pris, hein, mais il n'est pas bien préparé. Hein, par contre, hein. Licence en langue. Licence langue appliquée anglais-italien, c'est laquelle la meilleure alors? Mais il vaut mieux avoir fait un bac général et avoir cartonné en langue. Pour être le mieux préparé possible. Après, on est sur de la licence, donc LEA, on va le taper. Hein, je sais pas combien. Il faut combien de moyenne à peu près? Il n'y a pas d'histoire de moyenne. You speak very well English. You speak very well English. Yes, better than me. Yes, probably. Parce qu'il faut être quand même très fluide. Dans les licences en langue, d'expérience, de voir des étudiants fluides et à minima de préférence fluide. Si on n'est pas trop fluide, mais qu'on ne se débrouille pas trop mal, être quelqu'un de tenace, qui en veut, quoi, parce que on se démotive vite. D'accord. Et entre les deux langues choisies dans la licence, ils choisissent laquelle? C'est nous ou c'est eux? Les langues, vous voyez, là, je vous vais taper LEA sur Parcoursup, vous allez mettre, si vous voulez faire anglais, allemand, espagnol, portugais, voilà, c'est une carte. Mais si vous voulez, la spécialité, vous allez la choisir sur Parcoursup. Il n'y en a pas une seule qui compte plus que l'autre de langue? Par exemple, si on prend une licence LEA, anglais, espagnol, celle qui comptera le plus, ce sera l'anglais ou l'espagnol? Les deux. Les deux? Ouais. Au même niveau? Ouais, à peu près. D'accord. Après, ils ont conscience que le niveau d'un sortant de lycée, souvent, il est mis. Alors, l'anglais et l'espagnol, c'est assez particulier, parce que c'est vrai que l'espagnol, langue latine, donc souvent, on progresse plus vite. Mais globalement, ils s'attendent à avoir des meilleurs niveaux en anglais, parce que l'anglais, vous le faites depuis tout petit, alors que l'espagnol, souvent, vous l'avez associé un peu plus tard. Donc, peut-être que le niveau d'anglais est un peu plus exigeant, mais les facs, ils attendent des gens qui sont quasi bilingues.
Quoi, ils attendent. Ils vont faire des cours pour des gens qui s'estiment quasi bilingues. Après, c'est à vous d'apprendre à réguler presque vos émotions. C'est-à-dire, je ne suis pas bilingue au départ. Du coup, là, je suis pas mon cours d'histoire en anglais. Je me prends une mauvaise note. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je baisse les bras tout de suite? Est-ce que je me dis, d'où viennent mes erreurs? Qu'est-ce qu'il faut que je progresse? Comment je vais faire? Je me laisse un an de plus et je pars à l'étranger. Il y a des stratégies à mettre en œuvre. Il y en a qui baissent les bras, il y en a qui arrivent, il y en a qui viennent de SNG, qui ont réussi à l'EA, mais pas la majorité, parce que c'est une fac, la méthode de travail, elle est quand même mieux s'adapter aux généraux. Parce qu'en SNG, vous n'apprenez pas à poser une problématique en dissertation. Sur le plan rédactionnel, vous êtes un peu moins bien préparé. Mais après, ça se travaille. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait bac pro qui ont mieux réussi que moi, les études de psycho, qui avaient fait général. Hein. Donc, il y a des cas particuliers, mais ça dépend de vous, de votre force de travail. Je vais à la fac, je sais qu'il faut que j'aille à la librairie, à la bibliothèque universitaire, que je sois le choix issu de bac général ou bac techno, c'est un passage obligatoire. Dans mon plan de formation, je prends 2 heures par soir. Dans la journée, j'organise 2 heures pour aller bosser à la bibliothèque universitaire. Je m'engage dans la vie associative de la fac, parce que la fac, c'est beaucoup de monde, c'est difficile. Pour rencontrer des gens, me faire aider par des camarades. Je prends rendez-vous avec les profs, quand je me sens perdu ou quand je me questionne. Donc, ça demande une certaine autonomie. Si vous êtes sur les formations en Europe, le système LMD a été mis en place, j'étais étudiant il y a 1 an. Ce système il permet aux formations supérieures de faire valider des crédits aux jeunes. Je valide un trimestre, je valide 60 crédits. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est 60 crédits, 120. Je ne vais pas dire de petites bêtises sur le. Non, c'est une année. Une année, je valide 60 crédits, pardon, c'est pas une année. Donc, vous avez les VUT, les BTS, les classes prépa aux grandes écoles, les licences qui valident ces crédits. Donc, ces crédits vous permettent d'avoir une reconnaissance de niveau d'études partout en Europe. Par contre, je viens de CPGE à MPSI, maths, physique, chimie. Je n'ai pas été sur des concours, je veux aller dans une fac à Berlin. Ils vont regarder votre dossier. Si la fac est peu informée du système français, elle ne va pas connaître les CPGE, MPSI. Même si votre dossier est excellent, il risque de se poser des questions. S'ils ne veulent pas creuser, il risque de se poser des questions. Donc, en termes de reconnaissance, le plus fiable reste quand même une licence, master, doctorat. Mais attention, votre dossier est important aussi. Ce n'est pas parce que j'ai réussi ma licence que je vais être pris dans un master en Europe. C'est votre dossier qui fera la différence. Et en France compris. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai une licence que je vais avoir le master de mes rêves. Et c'est toujours pareil. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez votre bac que vous aurez la formation. N'importe quelle formation. Je veux faire une CPGE, une classe prépa aux grandes écoles, j'ai 15 de moyenne, c'est super bien. En 15 déjà, ça commence pas mal. C'est pas pour autant que je serais pris, surtout dans les prépas secondaires étoilées, donc les prépas qui envoient le plus d'élèves dans les grandes écoles, les ENS, etc. Et bien, avec 15, c'est pas gagné. Hein. Vous pouvez tenter, mais vous avez peu de chance. Mais vous pouvez tenter. Ça peut arriver des fois avec un particulier, mais c'est en dessous, c'est quasiment pas intéressant de tenter les prépas étoilés. Mais ça dépend du nombre de vœux qui vous restent. Concernant Einstein, je voulais simplement vous dire que nous avons 2 bacs pro qui réussissent très très bien. Une qui est majeure promo en CPGE Marseille. CPGE 3 ans pour les bacs pro. Donc c'était un dossier, on va dire, correct. Mais elle a fait la démarche d'aller voir le chef de travaux, pris rendez-vous, elle a fait toutes ces démarches-là et elle a réussi brillamment parce qu'elle avait besoin d'être encadrée, entourée, et elle a réussi vraiment brillamment. Le deuxième exemple, c'est aussi un bac pro industriel qui est en train de réussir très fortement en but pour les bacs pro. J'ai un VCUT qui s'appelle Putain. Voilà. Donc, c'est un 3 ans aussi pour bac pro à l'Université de Grenoble. Ça se passe très, très bien. La première année, elle est vraiment adaptée pour les remettre à niveau. Et à partir de la deuxième année, il sera confondu avec tous les autres dossiers inscrits dans ce but. Voilà.
donc ça me permet de rebondir. C'est vrai que certains d'entre vous, notamment ceux qui viennent de bac techno, qui veulent faire une licence, passer par les classes prépa qui sont adaptées au bac techno, réservées au bac techno, peut être un bon moyen. Et quand on valide une classe prépa, en fait, on valide une année de fac, hein, c'est pareil, c'est reconnu. Et de rebondir peut-être à la fac à partir de la licence, troisième année. Ça permet quand même d'avoir une mise à niveau. Pareil pour les bacs pro, il existe des classes prépa pour les bacs pro, donc je veux faire une licence, peut-être que commencer par une classe prépa, ça peut être pas mal, mais il faut quand même prendre rendez-vous pour en discuter. En tout cas, on peut vous dire qu'il y a des bacs pro du lycée Einstein et d'autres lycées qui ont fini ingénieur. Donc, tous les bacs généraux peuvent finir ingénieur, tous les bacs techno peuvent finir ingénieur parce que tous les élèves ont des parcours particuliers en fait. Par contre, celui qui s'est jeté, qui s'est dit je vais faire une licence en droit sortant d'un bac pro GA sans passer par les classes prépa aux grandes écoles, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Hein. Il avait, voilà, celui qui réussit ce type de parcours, c'est un vrai, enfin, c'est pas du tout parce que ça veut dire que ça doit être un sacré bosseur, mais c'est un cas particulier. Donc, si je veux faire du droit sortant de bac pro, peut-être qu'il vaut mieux commencer par des chemins un peu particuliers parce que le bac pro ne prépare pas la fac, en fait. C'est pas que le bac pro il est moins bon que les autres, c'est parce qu'il n'a pas fait une formation pour se préparer à l'université. Donc, si je dois préparer, on regarde des élèves qui sont préparés, les profs, ils s'en foutent, que vous soyez de pro ou général, ils y vont. Et ils y vont en fonction de ce qu'ils savent des généraux, parce que c'est plutôt eux qui sont censés aller à l'université. Juste par rapport aux filières où on est actuellement, dans le supérieur, imaginons quelque chose qui se déroule en 3 étapes. Donc, par exemple, la DCG qui dure 3 ans, ensuite la DCG, par exemple, la DCG, juste la transition DCG, DSCG. Par exemple, moi, je suis en terminale STMG, SPG sur finance. Est-ce que la transition du coup DCG, DSCG, on compte que mon parcours DCG, on va encore revenir sur le fait que je suis en STMG? Normalement, ils sont censés revenir sur là, quand vous arrivez à +3, on considère que la formation est normalement, ouais. Il y a des cas particuliers où ils vont quand même regarder. Après, vous pouvez le montrer en termes de lettre de motivation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Après, ce qui m'a toujours intéressé, je veux faire ça depuis que je suis petit, c'est qu'il tout double, parce qu'il faut montrer aussi une ouverture d'esprit dans votre dossier. Ça, dans le projet motivé, il faut montrer une ouverture d'esprit. Dire que j'ai toujours voulu faire ça n'est pas un argument. Sinon, j'aurais des tas de filles qui s'occuperaient des enfants et il y aurait que ça quasiment. J'ai toujours voulu faire ça n'est pas un argument. C'est un argument qui risque de montrer que vous avez un esprit un peu. J'ai bien construit mon projet. Je me suis renseigné des choses comme ça marche bien. Et donc, je l'ai fait petit à petit. Mais par contre, il va apprécier effectivement de voir que dans cette construction, vous avez ce parcours-là. Dire j'ai voulu toujours faire ça, par contre, non. D'alisser cette phrase, j'ai voulu toujours faire ça. C'est un entretien, on l'entend, des fois, on se dit heureusement que nous, on ne fait pas des entretiens de recrutement parce que ça fait un peu se fermer. J'ai toujours voulu faire ça. Votre idée, c'est l'expertise comptable. D'accord. Donc, sachez qu'il y aura une grande partie professionnelle, puisque vous allez partager votre temps entre la formation et le cabinet d'expertise comptable. Ça, vous le savez. Après, il y a des super parcours d'expertise comptable, n'importe quel bac qui soit lié au domaine de l'administratif et de la gestion peut aboutir au métier d'expert ou de commissaire de compte. Donc, vous pouvez réussir sans problème, en bossant. Ça demande beaucoup par contre, c'est une formation qui demande beaucoup de rigueur et de travail, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une autre question pour terminer cette conférence? N'hésitez pas à venir, en tout cas, quand on vous propose de construire vos lettres, on ne va pas les faire de place, mais on va vous donner des billes sur le sens qu'il faut donner à cette lettre. Et les mots qu'il faut, les mots, les formulations qu'il est intéressant de dire ou de ne pas dire. On ne dit pas le négatif, on ne dit pas, j'ai conscience que je suis mauvais en anglais, mais je ferai des progrès. Ça, on ne le dit pas. Mais comme ça, on n'en parle pas de l'anglais. Si c'est mon point faible, je ne parle pas de mes points faibles dans un dossier de sélection. Pareil pour l'archer à l'embauche. On les cache, on ment pas, on ne ment jamais par contre. C'est-à-dire, on ne va pas dire mais je ne suis pas bon en anglais parce que j'ai du mal cette année et la prof était mauvaise. Et du coup, mais par contre, je suis bilingue alors que je ne le suis pas, ça, on ne le dit pas. Mais par contre, on
on les cache, nos points faibles. C'est si on nous interroge dessus, ou là, il ne faut pas mentir, comme je vous ai dit, donc on peut dire, j'ai conscience de ces points faibles, mais je vais faire le nécessaire pour les rattraper. Mais seulement si on nous interroge dessus. Si on nous, quand on nous dit la lettre de motivation, c'est libre, on parle que de ces points forts. Je crois que tu as quelque chose à rajouter. Non, pour les vœux, bon, je n'ai pas tout dit, mais normalement, pour le lycée pro, il y aura des ateliers au CIO entre le mois de janvier et février, où vous viendrez avec vos profs principaux, normalement, pour pouvoir justement construire ce dossier, notamment au niveau des vœux. Donc, on vous donnera plus de détails avec une plateforme qui sera ouverte, on pourra aller émettre des vœux. Je fais un peu le même atelier, mais là, j'ai mis des vœux dedans, sur un faux dossier, en fait. Et pour les bacs généraux techno, normalement, Mme Freys, qui doit passer dans vos classes, proposer des séances comme ça en amphithéâtre. Je ne sais pas comment elle fait cette année, mais normalement, après, les profs principaux aussi sont informés sur la plateforme, donc n'hésitez pas à leur poser des questions quand vous avez des doutes. Et puis, s'ils ont du mal, de toute façon, normalement, ils viendront vers Mme Freys pour demander qu'elle intervienne, des choses comme ça, s'ils voient qu'il y a d'élèves concernés. Mais les profs, normalement, ils connaissent bien la plateforme, ils doivent remplir le dossier, donc ils y vont. Voilà. Après, vous parlez bien de vos projets aussi à vos profs et interrogez-le. Il y a une fiche à venir, donc les profs vont devoir saisir des choses. Donc, si vos dossiers, notamment, sont fragiles, ne sont pas terribles, il faut discuter quand même de son projet avec les profs pour voir un peu comment on articule entre. Alors, si, parce que vous êtes mis en classe, des choses comme ça, et qu'en plus vous avez des notes sans ressent, ne comptez pas sur les profs pour vous faire un éloge, mais par contre, quand vous êtes quelqu'un d'assez sérieux et assidu, mais qui a un point faible à un moment donné, il ne faut pas hésiter d'en parler au prof pour dire comment il va tourner cela. Il ne pourra pas le cacher, pour ça, il va dire. Mais il peut dire, toutefois, c'est quelqu'un qui il peut modérer ses propos. Donc, il faut bien lui dire son projet, parce que si vous avez quelque chose dans votre dossier qui risque de fragiliser votre dossier, parce que la formation a des attentes particulières, il faut en parler. Par contre, des fois, quand ça risque de trop fragiliser mon dossier, par exemple, je suis nul en SVT, je vais être médecin, là, il faut quand même se questionner. Est-ce que mon projet est cohérent en fonction de ce que je suis capable de faire? Voilà, donc appréciation des professeurs, vous avez compris. C'est important. Ils se discutent avec eux, connaître ce qu'ils veulent mettre. Super important, les appréciations des profs. Voilà. Pas d'autres questions? Non. Donc, je peux vous libérer. Un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Et vous pourrez revoir la conférence éventuellement en replay d'ici quelques jours. Il n'y a qu'un seul site qui est important, jmfbagnole.fr, et vous avez les liens vers la chaîne YouTube ou la plateforme école pour revoir les conférences. Merci à vous et bon courage.